Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Messieurs, je sais qu'on est en ce moment le 31, mais vous savez quoi? Quand ce sera en ligne, que la majorité du monde vont l'écouter, vous savez quoi? Ça va être enfin le mois de juin. Enfin, mais d'un autre sens, c'est la fin. C'est la fin de la saison des sports tels qu'on les connaît. En fait, le football qui a check-out depuis un petit moment, puis là, on arrive aux fins dans la LNH et dans le basket. Comment est-ce que vous vivez ça, le mois de juin, chaque année, dans ces sports-là, notamment? Il y a comme encore un peu le petit hype des finales, au moins. Ouais. C'est le fun. T'as encore les finales qui sont là. Puis tout, on ne l'enterrera pas tout de suite. Là, moi, je dirais que c'est jusqu'au 1er juillet, des fois le 2, là, avec la folie des joueurs autonomes. Là, mais rendu en juin, là, je commence vraiment à embarquer dans la saison de baseball. Puis juillet, août, septembre, là, c'est le pur bonheur en tant que fan de balle. Là, le baseball, là, le champ libre, il n'y a personne dans le chemin. Ça, c'est absolument incroyable. Mais écoute, je te dirais que personnellement, c'est peut-être mon cœur de fan qui parle. Une fois que le Canadien est éliminé, je perds beaucoup d'intérêt pour la NBA et la LNH. Même si c'est les séries, là, mon cœur de fan de baseball là, se cherche des raisons pour y aller plus rapidement. Puis, tu vois, je suis pas trop malheureux de pouvoir commencer à mettre mon attention sur la saison de baseball, qui en est toute une jusqu'à maintenant. C'est drôle, puis moi, je te rejoins un petit peu moins sur le baseball parce qu'on dirait que j'ai pas été capable d'embarquer dans cette saison-là encore pour commencer. Peut-être les séries c'est sûr sont qu'avec en les Red cause. Sox de 2026, je peux comprendre. Non, mais les Red Sox de 2026, il y a aussi qui n'aident pas aussi. Mais je fais juste suivre le reste de la saison. Je suis comme, OK. Tu sais, on dirait qu'il y a... Tu sais, je sais qu'il y a des storylines le fun, mais il n'y en a aucune qui m'intéresse en ce moment. je suis pas d'accord. Ouais, je sais que c'est pas un bon take, là, mais il y en a aucune qui m'accroche, mais au moins je me dis la saison de hockey est finie parce qu'il n'y a aucune chance que je regarde cette finale Hurricanes Vegas. On y reviendra un peu plus tard, là. Fait que moi j'ai décidé de check out pour le mois de juin. Peut-être que je vais m'intéresser un petit peu plus à la finale de l'NBA en espérant que ce ne soit pas un blowout monumental dans cette finale-là. Prends ton mal en patience dans tous les cas. Pop, en octobre, tu vas pouvoir avoir de quoi suivre au baseball. L'éventuelle élimination des Yankees qui arrivera. Là. Donc, absolument. On va checker là-dessus. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de la Triple Menace du 31 mai 2026. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes un peu remis des émotions de cette finale de conférence. En vrai, vendredi, je peux vous confirmer que... En tout cas, je pense qu'on avait fait une croix un peu sur cette finale de conférence avant même que le match commence vendredi. Hein. Alors, on va discuter, bien sûr, Canadien de Montréal. On va discuter, bien sûr, on a quelques informations concernant les droits de diffusion à vous partager en cet épisode. Et bien sûr, on fera un petit tour de la NBA. Et on va discuter de tout ça, mais juste avant, on ne peut pas passer autour de ça. En plus, avec le niveau de proximité qu'on avait avec cette nouvelle-là, on a appris jeudi, pas plus tard que jeudi dernier, là, comme quoi Claude Lemieux, légende de la LNH, qui a gagné avec les Canadiens, qui a gagné, mon Dieu, avec l'Avalanche, avec les Devils. Un guerrier, là, partout où il est passé, un dur à cuire qui était capable de marquer des buts tellement importants en plus. Hein, messieurs, vous savez, hein, c'est ces joueurs qui sont capables d'élever leur cran en séries éliminatoires à un autre niveau. Donc, on apprenait le très triste décès de Claude Lemieux. Puis, je pense que, comme je dis, l'effet de proximité de la nouvelle, ça nous a tellement frappé. C'est fou. On l'a vu lundi soir. On l'a vu lundi soir au Centre Bell, puis c'est...
moins de 72 heures après que la nouvelle est tombée. Ça a été un vrai coup de poing. Je travaillais à ce moment-là, puis la nouvelle est tombée. Il a fallu que je la lise 3 fois pour être certain d'avoir bien lu et d'avoir bien compris. C'est tellement triste comme nouvelle et tout. Puis les circonstances qu'on a apprises par la suite, ça rend ça encore plus accablant. Écoute, on ne sait pas exactement ce qu'il vivait et tout, puis on ne se mettra pas à spéculer là-dessus. C'est pas notre place du tout de faire ça. La seule chose que je me permets, puis c'est peut-être mon background d'études en psychologie ou en santé mentale qui m'amène là-dedans, mais il y a toujours des gens qui sont là. Si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit, des lignes téléphoniques, le 988, le 1866, j'appelle, n'hésitez jamais, ça vaut la peine. Des gens qui sont formés pour ça, je me suis impliqué avec ces lignes-là. C'est des gens qui sont formés, des gens qui ont le cœur à la bonne place, puis ils sont là, jamais vous allez les déranger. Les gens font ça parce qu'ils veulent aider. Il y a des solutions. Il faut juste pas avoir peur d'en parler, puis c'est extrêmement triste. Puis, si on peut en sauver d'autres comme ça, vous ne savez jamais ce que les autres autour de vous vivent. Puis c'est important de prendre le temps de s'assurer que les gens autour de vous allaient bien. Puis si vous vivez la détresse, n'hésitez pas à en parler. Les gens sont là pour vous. Ce qui est fascinant aussi avec cette nouvelle-là, c'est à quel point que, sur la glace, ce gars-là était détesté d'à peu près quoi? 98% de la Ligue nationale, le 2% étant c'est quoi ça? C'est ça. Écoute, je vais pas dire 100% parce que je suis pas mal sûr que ceux qui jouent avec Claude Lemieux, peu importe l'équipe qui l'avait, dirait qu'il aimait savoir de le bord, mais tu sais, Claude Lemieux est peut-être aux années 90 que Brad Marchand était aux années 2010, que peut-être Sam Bennett est aux années 2020. Il y a comme un certain pipeline de joueurs qui se lèvent en série et que deux réussissent tellement à se mettre dans la peau de l'adversaire et des fans adverses avec tellement d'efficacité. Puis, il n'y a pas grand monde qui peut se vanter, de gagner 3 Coupes Stanley. De gagner 3 Coupes Stanley avec 3 équipes différentes, ça, j'ai 4 Coupes Stanley. 4 Coupes Stanley. Ça doit pas être... 4 Coupes Stanley. Oui, je sais 4, mais au moins 3 Coupes Stanley. Au moins 3 Coupes Stanley avec 3 équipes différentes. Il faut le faire là-dessus. Puis, tu sais, je voyais des témoignages. C'est Darren McCarthy qui... on se rappelle, la rivalité Colorado-Détroit au milieu des années 90. Pour moi, ça s'équivaut quasiment Celtics-Lakers dans les années 80. Là. Je pense qu'au plus haut de cette rivalité-là, on a coté un peu ce qu'on voyait dans l'NBA. Puis Darren McCarthy qui avait lancé un message de tristesse, puis de respect envers Claude Lemieux, puis des Scott Gomez, des Ken Danieko de ce monde qui ont joué avec ça. Puis nous autres, on l'aura pas vécu, le Claude Lemieux avec le Canadien de Montréal, son but vainqueur contre les Whalers Hartford et tout ça. Moi, j'ai peut-être vu Claude Lemieux dans ses derniers coups de patin avec les Devils et tout ça, mais l'affaire que j'avais vraiment trouvé drôle là-dessus, puis c'est un souvenir qui m'est popé là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez en 2009 quand Claude Lemieux avait décidé à 44 ans de revenir dans la Ligue nationale avec les Sharks de San Jose? Ouais. Oui. C'est fou, man. C'est un peu un souvenir perdu, là. Mais comme Philip Rivers cette année, man. Je veux dire, on a capoté sur Philip Rivers, ça faisait 5 ans. Claude Lemieux, ça faisait, si je me trompe pas, ça faisait 8 ans. Ça faisait 5 ans aussi. Ça faisait 5 ans. Je pense que ça faisait plus longtemps que ça. OK, mais c'est la même chose. Et on vient tellement tard en fin de carrière quand tout le monde pense que la retraite est là depuis longtemps. Puis pouf, d'un coup, on vient. Là, fait que ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Puis ça démontre à quel point le gars était un véritable guerrier. Puis aussi, dernier point là-dessus de mon côté. Claude Lemieux aussi était un joueur détestable, mais son après-carrière était devenu un agent et représentait plusieurs clients extrêmement influents. L'un d'entre eux, Frédéric Anderson, qu'on a bien vu dans cette série-là contre le Canadien, le gardien partant des Hurricanes, qui était représenté par Claude Lemieux et qui, aujourd'hui, dimanche, quand vous écoutez ça, a publié un message sur je pense que les réseaux sociaux des Hurricanes l'ont partagé. Extrêmement touchant, dans lequel il remercie Claude Lemieux de l'avoir pris comme un membre de sa famille, s'être bien occupé de lui depuis le début, puis tout. Puis très, très, très touchant de voir qu'Anderson a réussi à traverser quand même une partie de cette série-là avec en étant endeuillé et tout. C'est impressionnant. Puis on souhaite à ses clients aussi qui sont clairement touchés par ça aussi. On leur souhaite nos meilleurs, nos condoléances dans tout ça. Puis, tu sais, je pense rapidement sur Frédéric Anderson, je pense que on peut lui donner beaucoup de crédit là-dessus, beaucoup de caractère. Le lendemain, il était là pour le match numéro 5 devant le filet. Puis si c'était pas Cole Caulfield en avantage numérique, il aurait fait un jeu blanc
au lendemain du départ de son agent, ce qui aurait été une histoire incroyable aussi. Mais je pense que pour Frédéric Andersen, il faut donner beaucoup de crédit pour la démonstration de caractère qu'il avait donné vendredi. Et même qui avait été nommé l'étoile du match au sein du vestiaire des Hurricanes. Toujours ces traditions d'après-match où les gars dans la chambre désignent celui qui s'est levé, puis c'est lui qui l'a eu. Donc, effectivement, départ très triste, très soudain, encore une fois, à proximité de la nouvelle, qui fait en sorte que ça nous a choqués. Et n'oubliez pas, ce que Félix a dit aussi, très, très important. Parlons donc. Cela dit, de cette finale de conférence de l'Est entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline. Ça s'est terminé en 5 matchs. On va y revenir, mais juste avant. Pop, peux-tu nous partir le générique, s'il te plaît? Parce qu'avec le perron d'église de cette semaine, des suites de cette défaite des Canadiens, on vous a envoyé l'invitation sur les réseaux sociaux, notamment via le groupe des superfans des Tigers de Guangdong. On vous a demandé, décrivez-nous la saison du Canadien en un seul mot. Puis, je pense qu'on n'a pas besoin d'un doctorat en hockey pour comprendre que la majorité des gens, quand même, oui, on dit que c'était excitant. D'autres gens ont dit bravo. Des gens ont dit surprise quand même. D'autres ont dit incroyable. On a une bonne majorité des gens qui sont soit extrêmement satisfaits de ce qu'ils ont vu, et dans le même diagramme de Venn, je pense qu'on peut dire aussi à quel point ils sont emballés par la suite des choses. Comme quoi, il y a matière à être très optimiste pour ce que cette équipe peut réserver. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, qui s'amusent là à dire vous savez quoi? Je pense que j'en ai vu un qui a dit reconstruction. La majorité d'entre eux, là, c'est positif, c'est optimiste, mémorable. Il y en a qui ont dit mardeux. Il y en a qui ont dit abandon, mais encore une fois, de manière générale, les gens sont satisfaits. Puis, vous savez quoi? En dépit de comment cette finale de conférence-là s'est terminée, je pense qu'on peut quand même être content de ce qu'on a vu cette saison. Le mot d'ordre en 2024-2025, c'était d'être dans le mix. Le mot d'ordre cette année, en 2025-2026, était d'entrer en séries éliminatoires et de faire un bout de chemin. Les gars, quel constat peut-on en faire de cette saison? Écoute, je ne les ai pas toutes comptées, là, mais dans pas grand temps, là, voyons, je suis en train de m'étouffer. Il était émotif pour cette saison. Les émotions, tu comprends, là, tout ça. Mais écoute, dans 2 ans, ça va faire 25 ans que j'écoute le hockey puis je follow le Canadien, là, puis honnêtement, là, si cette saison-là n'est pas première en haut de la liste pour la saison la plus spéciale que j'ai vue en tant que partisan, c'est impossible qu'elle sorte du top 3. C'est notre génération et votre génération de mangeurs de Tide Pods, là, vous autres, les gens nés en 2000. Là. Quoi? Les gens nés en 2000, là, vous autres, là, on peut se mettre dans le même bateau et dire que c'est spécial ce qu'on a vécu. Une campagne de 50 buts, une campagne de 100 points. On était à 2-3 points de gagner la division de l'Est. On était à quelques rebonds ici et là, peut-être un petit remplissage de gaz de plus d'aller en finale de la Coupe Stanley. Mais bon, it is what it is. Montréal n'était pas supposé être là. On ne pensait pas se rendre jusque-là. Le monde, maintenant, nous traite de fraude. C'est correct. Mais le seul message que je veux envoyer, c'est laissez pas les 7 derniers jours dicter les 6 derniers mois de cette équipe-là. Je pense que ça serait vraiment... Ça serait plate. Ça serait juste triste et un peu malhonnête de... Oui, la fin est poche. Elle est très poche même. Je vous le donne là-dessus. Mais cette saison-là aurait été spéciale. Puis... tous les moments nice qu'on a revécu. Puis je me souviens qu'en début de saison, je pense, dans la première ou la deuxième semaine de la saison, j'avais dit aux boys à un moment donné, j'ai tellement hâte à la fin de la saison parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va faire un montage des meilleurs moments de cette saison-là. Puis ça va être un certified banger et je maintiens encore plus à quel point c'était une campagne extraordinaire. C'est fou, Bob. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis les 6 derniers jours, on va y revenir dans quelques minutes. J'ai quand même certaines choses à dire là-dessus. J'ai certaines frustrations, mais de manière générale, quand tu regardes ça, c'est difficile de ne pas être extrêmement satisfait de cette saison-là. Je dis, moi, si on m'avait dit au début de l'année, Félix,
Canadien va être en finale de l'Est, va gagner un match en finale de l'Est, va avoir un marqueur de 100 points, un marqueur de 50 buts. Ivan Demidov va faire 60 points. Lane Hudson va faire quasiment un point par match, puis tu vas avoir un gardien recru qui va avoir 30 victoires. J'aurais pris tout ça, puis j'aurais fait, voyons, n'importe quoi, qu'est-ce que tu me dis là? Fait que c'est sur toute la ligne, c'est objectivement une saison remplie de succès. C'est un jeune groupe qui a eu de l'expérience, qui ne s'achète pas pour à peu près tout le monde qui a joué les 82 matchs cette saison. C'est 101 matchs si on inclut les séries. C'est immense comme expérience. Je pense surtout à un gars comme Ivan Demidov qui en avait joué, je crois, une 60aine en Russie l'an passé, dont certains matchs où il avait joué comme 30 secondes qu'on l'avait pas revu. C'est de l'expérience vraiment majeure qu'ils ont pu obtenir. Et ça a aussi permis à Kent Hughes d'identifier un peu les besoins de son équipe à l'avenir en série, dont on va discuter un peu plus tard. Mais tu sais, je pense que c'est comme disait Pop, c'est une saison remplie de succès sur toute la ligne. Et un peu comme à chaque année, on est comme un peu en avance sur le plan qu'on établit avec les fameux mots du tournoi de golf là, dans le mix, dans les séries. Là. Je sais pas si à un moment donné, la facture va arriver, puis demain matin, il y a le bilan de fin de saison. J'ai l'impression qu'on va en apprendre sur les blessures et je pense que ça va être un très, très lourd. Fait que, est-ce que ça va empêcher certains gars s'entraîner cet été? Est-ce que certains gars vont rater le début de la prochaine saison? Est-ce que Nick Suzuki, qui n'a jamais manqué un match en carrière, va être capable de jouer le premier match de la prochaine saison? Non. Ça me semble particulièrement grave. Nick Suzuki va encore trouver un moyen, t'inquiète. Écoute, ça me semble particulièrement grave, ces blessures. J'espère aussi, là, mais ça me semble particulièrement grave. Mais bref, tout ça pour dire, tu sais, oui, ça a été une belle run. Puis même si l'an prochain, il y a un pas de recul, il ne faut pas s'attendre à ce que l'équipe soit nécessairement de retour en finale de l'Est l'an prochain. C'est possible, là, mais faut pas. C'est extrêmement difficile de se rendre là, on l'a vu. Il y a un monde dans lequel cette équipe-là prend un pas de recul. Peut-être même manque les séries l'an prochain, mais si on regarde encore de manière générale, de manière globale, ça reste un futur, un avenir qui est extrêmement prometteur. J'ai l'impression d'entendre le Félix de l'année passée, il y a exactement un an après l'élimination des Capitals. En fait, pas exactement, un peu plus, hein, parce que bon, la run a été un peu plus longue, mais où tu disais, bon, tu sais quoi, il y a un monde dans lequel, tu sais quoi, ça se peut qu'il manque les séries. Ben oui, effectivement, puis écoute, ça se peut que les Golden Knights gagnent la coupe, hein, que ça serait dit ça il y a 3 semaines, puis regarde comment le temps fait les choses. Hein. Mais regarde, on verra. Oui, on va en apprendre sur les blessures, mais c'est le discours de... J'ai un peu de misère avec le discours de mais oui, les blessures, je pense que c'est l'adage qu'on entend le plus en séries éliminatoires que tout le monde joue blessé. Mais effectivement, le repos, finalement, pour répondre à ta question d'il y a 1 semaine et demie, Félix, le repos a été un facteur, a été un enjeu dans cette série-là. Puis, écoute, je reviens sur la question de la fatigue et tout, parce que, oui, le Canadien était blessé, puis les Hurricanes le sont probablement aussi, mais je pense que le Canadien a un bilan de santé qui est pas mal plus effrayant que celui des Hurricanes en ce moment. Puis, je reviens au propos de Mike Matheson, qui, après le match numéro 5, pour moi, c'est les propos les plus intéressants que j'ai entendus de toute la semaine. Après le match numéro 5, on a demandé à Mike Matheson, est-ce que tu considères que la fatigue a joué un rôle dans cette série-là? Et Mike Matheson a dit, c'est un peu de notre faute si on s'est ramassé dans cette situation-là. On a eu des occasions de closer nos séries avant plus rapidement. On les a pas saisies. Puis ça fait en sorte qu'on s'est ramassé dans cette situation-là. Et ça, c'est un apprentissage tellement important que ce jeune groupe-là doit faire. Combien de fois contre Tampa Bay et contre Buffalo, on a raté des occasions de prendre une avance de 3-1, remporter la série 4-2, pas ramener ça à un match numéro 7. On a raté systématiquement toutes ces occasions-là. Si on peut enfin comprendre ça et développer l'instinct du soir pour finir ces séries-là plus rapidement, bien on va se ramasser un peu comme les Hurricanes dans une situation où est-ce qu'on a joué 8 matchs en arrivant en finale de l'Est, peut-être pas 8, mais 10, 11, on en avoir joué 14. Contexte, c'était les matchs numéro 6 des 2 séries. Le match numéro 6 à Montréal, celui qui s'est terminé 1-0 en prolongation, celui contre les Sabres, celui où les Canadiens menaient 3-0 en première période. Mais il y avait le aussi 4 des 2 séries, match 4 des 2 séries, oui. Match 6, Canadien gagne 3-0. Oui, puis match 4, effectivement aussi, mais Canadien qui l'emportait 2-0 contre l'Atlantique. Match où j'y étais d'ailleurs. Donc là-dessus, Pop, t'avais un commentaire. C'était ça un peu que je voulais observer là-dessus. Tous les matchs que vous venez de nommer, il y a un seul dénominateur commun, c'était tous les matchs à domicile que le Canadien n'a pas gagné. Parce que ça termine à 2-6 à domicile. Le Canadien de Montréal, qui, je le rappelle, a le building le plus bruyant de la Ligue nationale, puis ça, c'est incontestable. Je pense qu'on l'a tous prouvé encore une fois que Montréal est la capitale de cette Ligue nationale-là en termes de partisanerie puis tout ça. Finir les séries éliminatoires 2-6
alors que 2 de ces games-là, tu aurais pu envoyer ton adversaire en vacances. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Ça, c'est le point que, au-delà des blessures, la fatigue, tout ça, c'est le point qui est absolument retenu. C'est que cette équipe-là n'a jamais été capable de gérer le bruit autour d'eux, même si des gars comme Nick Suzuki, Philippe Dano, Brendan Gallagher, Matt Matheson ont passé un peu par là aussi. On n'a pas été capable de éliminer le bruit autour du Centre Bell là-dessus. Puis, il y avait aussi le débat de est-ce que les gars méritaient de se faire ruer après la première période dans le match numéro 4? Absolument. Absolument, cette équipe-là méritait de se faire ruer. Ça ramenait une sorte de reality check. Là, je pense que pour les joueurs, ça les ramenait un peu sur terre, un peu de dire OK, il faut se mettre là-dessus. Mais essayer de s'en sortir de gagner la Coupe Stanley en gagnant un match sur 4 à domicile, comment tu peux essayer de gagner ça? Si cette expérience-là peut aller là-dedans pour les prochaines années, ben là, on aura réglé une autre affaire. Absolument, absolument. C'est normal, ça fait partie du processus souvent avec les jeunes équipes. Tu regardes Mio, quand tu parlais des équipes, je pense que c'est toi qui m'avais amené ce point-là, les équipes qui gagnaient beaucoup à domicile, c'est souvent des équipes d'expérience. Les jeunes équipes à domicile en série, on l'a vu Buffalo aussi, même affaire. Buffalo, une autre très jeune équipe, un peu plus vieille que le Canadien, mais en termes d'expérience en série, encore moins que le Canadien. Ont aussi eu toutes les misères du monde à gagner des matchs à domicile. Là, quand tu regardes cette série-là, sur les 7 matchs, il y en a 5 qui ont été gagnés à l'étranger. C'est souvent un problème pour les jeunes équipes. Je ne suis pas inquiet qu'éventuellement on finisse par s'adapter à ça. Il y en a beaucoup qui c'était leur première vraie expérience, surtout aussi loin que ça en série. Je ne suis pas trop inquiet, mais c'est un facteur, effectivement, pas que tu l'as bien dit. Il va falloir qu'on s'habitue à ça éventuellement. En fait, c'était rendu en finale de conférence. Canadien avait la pire fiche, oui, effectivement, mais quand même de loin, là, dans le sens que Vegas, à ce point-ci, était je pense que c'était 5-0 à domicile, l'Avalanche 4-1 et les Hurricanes, un parfait 4-0 à domicile. Donc, c'est là où tu dis peut-être que ça inquiétait aussi. Puis comme l'a mentionné Mike Matheson également, il y a eu des occasions que ça se finisse là. D'ailleurs, bon, ce 5e match, j'ai mentionné comme quoi je pense qu'on arrivait un peu à l'évidence que la remontée n'arriva pas. C'était-tu la même chose pour vous? Qu'est-ce que vous faisiez vendredi? Ben moi, j'étais au travail. Moi, j'étais en train de me faire violenter au travail parce que au Saguenay, on avait la visite. On avait la visite de la première ministre du Québec, Mme Fréchette, vendredi au Saguenay. Fait que j'étais là. Puis pendant le match, j'étais à couvrir le baseball junior élite. Fait que j'ai pas regardé une seule seconde du match numéro 5. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Là. Même on le voyait un peu l'année passée contre Washington. Là. Dites-moi, les boys, là, on est entre nous, là, on se regarde, là, puis même au match numéro 5, là, on regardait ça contre Washington, puis on se disait, écoute, c'est le fun, là, on a vécu des belles émotions, mais ça s'arrête là. Ouais. Je pense qu'on arrivait là, puis ce qui est dommage aussi, c'est que plus cette série avançait, moins le Canadien jouait bien. C'est pour moi le constat de cette série-là. Il faut donner aussi beaucoup de crédit aux Hurricanes. Eux aussi ont joué de manière beaucoup plus structurée et ont dominé de plus en plus. Mais après la première période du match numéro 4, oui, effectivement, Mio, ça a franchement des allures de la série contre les Cavs de l'an dernier. C'est le même type d'apprentissage pour cette équipe-là dans ces 2 années-là. Mais après le match la première période du match numéro 4, c'était 3-0. Montréal avait donné 3 buts en 2 minutes et demie. Je me suis dit, bon, c'est fini. Là, je pense qu'on peut déjà penser à l'an prochain, puis au tournoi de golf, puis tout ça. Ça a été le fun, mais il faut juste rendre à l'évidence, Montréal a juste frappé un mur contre une équipe vraiment meilleure qu'eux. Puis, tu réalises, ça fait 7 ans, eux autres, qui cognent à la porte. Ça fait 7 ans, c'est des abonnés réguliers à la finale de conférence. Puis, ça a cassé. Puis, vous savez quoi? Je pense qu'on a été aussi un peu aveuglés par ça. Je veux dire, les 3, on avait mentionné comme quoi les Canadiens avaient gagné. J'avais même dit en 6. Félix, finalement, qui a changé sa prédiction initiale, il aurait eu raison à dire Hurricanes en 6. Mais puis, écoute, moi, la seule chose, puis c'est ça que j'ai dit tantôt, comme quoi j'avais quand même une petite critique à faire sur la série contre les Hurricanes. Le résultat aurait pas changé. Le résultat aurait été le même, OK? Mais il y a quand même... Martin Saint-Louis doit tirer quand même certaines leçons de cette série-là. Après le premier match, Attends, je finis mon point, puis après ça, je te laisse répondre.
Les Hurricanes, après le premier match, ont fait une séance de vidéo dans laquelle on a identifié pendant comme 2-3 heures. Là. On a identifié toutes les affaires qu'il fallait changer. Match 2, ça a été modifié. On a eu 4 matchs de suite où est-ce qu'on est capable de le faire. Martin Saint-Louis n'a pas fait d'ajustement. On s'est acharné. Et écoute, je suis pas en train de dire Brendan Gallagher aurait reviré cette série-là sur une scène, puis Arbor Xhekaj aurait tout changé. Probablement que cette équipe-là perd encore en 5, okay? Même avec ces deux gars-là. Le résultat aurait probablement, même presque assurément pas changé. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'en ne changeant jamais sa formation, puis en faisant juste des changements de trio très ponctuels ici et là, Martin Saint-Louis a légèrement donné l'impression qu'il avait abandonné. Puis je me demande à quel point ça a donné ce message-là à ces joueurs, puis ça explique l'effort qu'on a vu au match numéro 4 et au match numéro 5. En fait, ma question, c'est surtout à quel point Martin Saint-Louis, durant ces séries-là, il a montré comme quoi il n'a pas peur. Comment je pourrais dire ça? Il consultait son staff. Hein? On l'a vu plusieurs fois, surtout la fameuse situation de Jakub Dobeš qui a décidé de le garder dans le match contre les Sabres. Mais au-delà de ça, on le connaissait très, très boqué, hein? Très têtu sur ses formations. Puis vous savez quoi? Avec raison, il nous a prouvé qu'il fallait lui faire confiance sur certaines de ces décisions-là. Mais je suis curieux de ce que ça s'est fait. Est-ce que personne lui a fait opposition? Est-ce que les gens lui ont dit peut-être que et il n'a pas écouté? Je ne sais pas. Messieurs, on ne sait pas. On n'est pas dans ce vestiaire-là. Mais c'est ce que je suis curieux en même temps, c'est est-ce que le stubbornness, hein, le fait d'être têtu, l'acharnement de Martin Saint-Louis a causé la perte de cette équipe-là? Non, pas du tout. Écoute, Félix l'a dit, on aurait mis Brendan Gallagher, ça n'aurait rien changé. On aurait mis Arbor Xhekaj, ça n'aurait rien changé. On aurait mis Oliver Kapanen, ça n'aurait rien changé. Écoute, faut juste donner crédit aux Hurricanes. Cette équipe a juste été meilleure, sont plus expérimentés. Tu sais, Rob Brindamour aussi, ça commence à être un entraîneur qui commence à avoir de l'expérience. Puis, de son côté, Martin Saint-Louis, c'est aussi la première fois qu'il se rendait en deuxième ronde en tant qu'entraîneur. Là. Tu sais, c'est... Puis, J'aurais de la misère à critiquer que Martin Saint-Louis était têtu puis qu'il n'a rien changé, alors que durant toute la saison régulière, puis surtout dans les 2 premières rondes de série, on a vanté son gut feeling qu'à chaque fois qu'il faisait confiance à ses tripes, ça a donné un résultat positif. Fait que pour moi, je pense que c'est juste de l'expérience pour tout le monde. Que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, c'est juste de l'expérience de plus. Je ne vais pas le critiquer, puis je pourrais dire que comme je disais, ça n'aurait rien changé au résultat final, mais à un certain moment donné, quand le constat de tout le monde après 2, 3, 4 matchs dans la série, c'est cette équipe-là a l'air morte, il faut que tu essayes quelque chose, il faut que tu essayes. Écoute, si tu es convaincu que tes gars sont morts, si tu as l'impression que tes gars sont morts, amène des jambes fraîches. Je veux dire, ils sont peut-être pas meilleurs, mais au moins, ils ont peut-être un petit peu plus de jus dans le réservoir. Puis, encore une fois, je ne peux pas assez me répéter, ça n'aurait probablement rien changé au résultat final. Mais ça, c'est quelque chose. Puis, de manière générale, pendant les séries, le cas du premier trio en est un bon exemple. J'ai trouvé qu'on s'est acharné un peu trop longtemps, puis j'aurais aimé ça de le voir être un peu plus proactif sur certaines décisions, comme les changements de trio, les passer dans le fameux blender. Là, j'aurais aimé ça de voir être un petit peu plus proactif. Oui, mais par contre, passer des trios qui ont l'air d'être faits avec ChatGPT, ça, par contre, non. No. Parce qu'on a des combinaisons, s'il vous plaît, je ne veux plus jamais revoir ça de toute ma vie. Caulfield, Suzuki, Newhook, c'est beau, c'était cute. 13, 14, 15 sur un trio, c'est cute. Il n'y avait aucun autre intérêt à jumeler ces trois-là. Absolument. Je pense qu'on a vu pire quand même que ces trois-là ensemble. Ah, celui-là n'était pas chic. J'ai pas du tout aimé. La raison pour laquelle Slav est sur ce trio-là, c'est parce qu'il fait de l'échec avant. Newhook, en tout respect pour Alex Newhook, là, héros des matchettes. Sérieusement, quand t'es un défenseur dans le coin et tu vois Alex Newhook arriver, tu chies pas dans les culottes. Là. Je veux dire qu'on soit bien clair. Là. C'est ça le point. Ça te prend un gars qui est pas d'aller les aider. Surtout quand on avait toutes les misères du monde pour ces deux gars-là à 5 contre 5. Ça marchait pas. Puis il y en a d'autres. Je suis d'accord avec toi, il y en a d'autres. Mais celle-là en particulier, là, j'ai pas d'œil. Mais ce qui est bien, messieurs, c'est qu'au moins le deuil est fait. On était conscients. La réalité s'était dessinée devant nous après le troisième match, la deuxième défaite en prolongation. Tu sais quoi, je pense que... Mais meilleure chance la prochaine fois. C'est ça qui est vraiment
extraordinaire puis un peu bizarre à parler, c'est qu'on est à un mauvais jeu de l'autre côté, puis le Canadien aurait mené cette série-là 3-0. Somehow. Ouais, mais tu dis ce qui est fou, c'est. Ouais, mais je regarde les matchs 4 et 5, puis je me dis, man, il aurait quand même perdu en 7, je pense. Même s'il avait gagné 3 prolongations à 3-0, il se serait fait reverse sweep. Je pense sincèrement que les cœurs auraient été brisés. Hey! À moins que ça aurait peut-être créé du doute dans la tête des Hurricanes, mais man, la machine de guerre était partie. Là. On a tellement dominé 2-3 pareil. Là. Le pointage ne le reflète pas, mais on a dominé 4 et 5, on a quand même atteint un autre niveau de domination. Là. Fait que c'était écoute, salutations à Matt Duchesne qui nous a donné les hosties de révision de hors-jeu pour un patin qui dépasse d'un cheveu la ligne bleue à cause de ça. Merci Matt Duchesne, on te salue du Québec. Fait que non, cette série-là était vraiment bizarre à quel point que potentiellement la Caroline aurait pu vraiment tirer de l'arrière tout en ayant tellement dominé à tous les chapitres au final. Ah, absolument. Absolument. Puis il y a un gars il y en a deux, là, Kaden Goulet, malgré toutes ses blessures, n'a jamais abandonné, là, mais Jakub Dobej, c'est peut-être le seul qui n'a pas abandonné tout le long de cette série-là. Le pauvre, à la fin du match 4, là, quand il jette par-dessus bord pour arrêter de rondelle, c'est rendu 5-1. Prends ça relax, là, il se pitch à terre pour arrêter de rondelle, qui glisse l'arrêter sa ligne, puis la foule qui crie Dobby, Dobby, Dobby quand ça frappe le poteau dans un filet désert. Là. Ça, ce gars-là a trouvé le moyen de se rendre vraiment, vraiment aimé. Puis je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est le gardien numéro 1. Et dernière chose, en tant que plus grand fan de Yaroslav Halak au Québec, l'amener au match numéro 4. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Mais écoute, quand tu venais de gagner 2 séries de 7 matchs, tu tirais de l'arrière 2-1, tu dis fuck, on va peut-être perdre en 5. Ça a vraiment beaucoup de liens avec 2010. Je sais pas si j'avais mis le même gars qui a perdu en 5 en finale de l'Est en 2010. Avec le recul, la symbolique était spéciale, même si, bon, c'était la fête de Jakub Dobej, puis on s'est dit le panneau stop. Avec le panneau de stop, Jakub Dobej, là, quand Halak est arrivé avec le plan. Moi, je voyais ça, c'était comme on gagne 8-0 à soir. Pop, c'est un panneau d'arrêt. Hein? C'est un panneau d'arrêt. Whatever. C'est un panneau d'arrêt. Mais oui, c'est Soumis, le fils québécois de la langue française. Félix m'a devancé là-dessus, mais je pense que tout était là du printemps à Lac. Tout. Sauf qu'il n'y a pas les Blackhawks qui sont là en finale de l'autre bord. Chroniquement, ça s'approche un peu de la situation du Canadien de Montréal. Messieurs, avant qu'on passe à autre point, bien sûr, on a notre fameux défi des prédictions de la LNH des séries éliminatoires, toujours avec un beau prix sur la ligne. Hein? Donc, ça tire à sa fin. On annoncera bien sûr les gagnants sur nos réseaux sociaux, notamment via Instagram. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est triplemenace.podcast sur Instagram si vous voulez suivre quand même le résultat. Triplemenace.podcast. Messieurs, avant qu'on regarde comment ça se passe cette affaire-là, vous autres, dans ce défi-là, vous vous retrouvez où dans le classement des 100 quelques personnes qui se sont inscrites? Écoute, il y a le feu dans la cabane. Vous connaissez c'est quoi? Vous connaissez c'est quoi Doom Scroller sur votre cellulaire? Ben oui. Ben oui. Fait que prenez toute la liste de participants, Doom Scroller jusqu'à la fin, là. Je pense que je suis encore plus bas que ça. T'as terminé combien de tiens? En ce moment, là, sur un total de... On est combien officiellement? 95, j'ai 95 personnes. 95 personnes, je suis 90e. Je suis loin sacrément. Ce gars-là a couvert du junior pendant presque 10 ans, puis parle depuis 3 ans sur un podcast de hockey. Oui, mais c'est ça l'affaire mieux, c'est que j'ai couvert du junior, pas de la Ligue nationale. Tu sais, le gif de Drake là, avec l'ordinateur de genre « Oh, ben oui! Félix? Tampa Bay Dallas en finale, j'avais collé, hein? Ah, bon. C'est pas beaucoup mieux. Écoute, je suis 65e. J'avais Tampa Bay champion de la Coupe. Fait qu'on comprendrait que c'est rapidement, ça a rapidement pris de bord, tout ça. Puis j'avais aussi en fait,
je regarde mes finales de conférence, j'avais l'Avalanche, ok, mais sinon j'avais Tampa, Flyers et Oilers, 3 équipes qui, en fait, les Flyers sont rendus au deuxième tour, les 2 autres n'ont même pas sorti de la première ronde. Fait qu'un violent échec pour moi cette année. Et c'est là je suis content de voir, on a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont plus intelligents que nous, Pop. Tu sais, c'est rassurant de voir qu'il y en a qui nous écoutent, puis même si on n'est clairement pas des sommités, il faut se rendre à l'évidence, il y a des gens pas mal plus intelligents. On connaît pas la rondelle, les non, on connaît pas du tout la rondelle. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas le choix, Pop, de se faire remplacer par des gens qui connaissent vraiment mieux ça. Je pense que c'est le constat que j'ai. Mais bon, I guess. Mais bon, je vais vous dire ça parce que moi-même, je suis plus haut que vous, là, tu sais. Je veux dire. Moi, écoute, c'est rien non plus, hein. J'ai 200 points, 213 points de retard sur notre meneur, qui avait Vegas d'ailleurs pour remporter la coupe. Mais je suis 37e. Donc, Pop, Félix, vous pouvez. Vous savez quoi? Je connais, mais j'avais la fameuse rencontre canadien-Avalanche pour la coupe. Mais bon, Kyle McCarr et Nathan McKinnon avaient une demi-jambe rassemblée aux deux. Là, donc, ceci n'arriva pas. Mais on salue Deng de Puck qui présentement mène. En fait, maintenant que je regarde ça, son tableau est quasi parfait. Je veux dire, tous les affrontements jusqu'ici étaient parfaits. Il a mis l'Avalanche contre le Wild au deuxième tour, les Ducks contre Golden Knights au deuxième tour, et à l'inverse, il y avait les Flyers contre les Hurricanes au deuxième tour, et il y avait le Canadien contre les Sabres au deuxième tour pour que finalement ça se rencontre. Seule nuance, c'est qu'il avait le Wild en finale de conférence. C'est son seul faux pas, mais jusqu'ici, si les Golden Knights s'emportent, ça serait honnêtement presque une braquette parfaite, mis à part pour le nombre de matchs joués là, en première ronde. Là, mais au-delà de ça, c'est comme presque parfait. On le salue. À date, notre meneur par 26 points. Alors, on va voir qu'est-ce qui reste. So basically, s'il veut gagner, il faut que les Golden Knights gagnent la Coupe Stanley parce que je pense que les 4 gars derrière lui ont tous pris les Hurricanes derrière. Fait que... Ouais. Exact. Incluant notre deuxième du nom de Rantanen's Goner. Fait que, qui a mis les Hurricanes en plus. Drôle d'adon quand même. Puis, un fan des Hurricanes. Peut-être un fan des Hurricanes quand tu y penses. Ils existent. Ils existent. Peut-être que c'était des fans des Whalers aussi jadis. Peut-être. Vrai. Peut-être. Donc, mesdames et messieurs, avant qu'on passe à autre chose, écoutez, passons rapidement sur ce qui est de cette finale. Hein. Votre niveau d'enthousiasme, quel que soit, il faut toujours bien qu'on trouve un gagnant. Est-ce que, parce que Jesperi Kotkaniemi pourrait soulever sa première Coupe Stanley en carrière, puis voir encore les mimes se jouer là-dessus, mais Pop, pour vrai, qu'en penses-tu de cette finale? Honnêtement, j'ai posé la question à des gens cette semaine, puis je pense que je peux poser cette question-là pour parler de cette finale-là. C'est la pire finale depuis quand? Et honnêtement, là, j'ai aucune affection pour les deux équipes. Il y a des petites histoires intéressantes ici et là, il n'y a pas grand-chose, mais pour vrai, là, je pense ça va jouer la trappe des deux bords pendant 7 matchs de suite. Ça va être des matchs de 2-1 tout le long. Il y a des chances. Moi, tu vois, mon seul niveau d'enthousiasme, c'est de voir est-ce que Mitch Marner va être capable de gagner un centimètre. Écoute, moi, je l'ai dit, si le Canadien était pour perdre, la seule équipe contre laquelle ça ne dérangeait pas, c'était Vegas, en assumant que Mitch Marner gagne le centimètre, parce que si on tombe, Toronto tombe avec nous. Mais je sais pas, je t'avoue que moi non plus, c'est pas une finale qui me passionne. Là, je vais la regarder parce que mon emploi m'oblige à garder un œil là-dessus. Le podcast aussi m'oblige à garder un œil là-dessus. Mais je te mentirais en disant que cette finale-là me remplit d'anticipation, me donne vraiment, vraiment envie là-dessus. Et c'est même pas parce que le Canadien est éliminé non plus. C'est vraiment juste... Non, si l'Avalanche Hurricane, j'aurais adoré. Mais écoute, ça aurait presque pas été le pire si les Islanders s'étaient qualifiés en 2021. Ça aurait été plate, mais les Canadiens l'auraient remporté. Oh, absolument. Wow, je veux dire. Écoute, c'est pas... Moi, j'aime convaincre du contraire. Écoute, si, mettons, il y a une game, il reste 10 minutes en troisième, c'est 2-2, je vais regarder, là, mais
Je pense que je vais. Mon temps d'écran devant la télévision va un peu baisser dans les 2 prochaines semaines. Ah, c'est bon, ça, hein, les jeunes puis leur maudite tablette. Hein? Ah, je t'ai dit, hein. C'est Première gênant. fois que Pop s'est fait traiter de jeune sur ce show-là. Hein. Je te dis, c'est Absolument. la première fois en 3 ans quasiment. Là, Pop s'est fait traiter de jeune. Mais effectivement, je vous l'avoue, cette finale aussi, hein, puis d'autres sujets aussi, bien sûr, vous les connaissez, qui font en sorte qu'il y a du monde chez les Golden Knights qu'on n'aime pas tant non plus. John Tortorella, je suis tanné de le voir aussi. Puis tout ça, vous savez Yo, pas, je l'ai dit la semaine dernière, il n'y a personne qui est prêt à ce que John Tortorella gagne un championnat dans le Big 26. c'est pas une finale agréable à regarder, puis je comprends, c'est pas le commentaire le plus pertinent qu'on va entendre pour 3 gars qui sont payés pour parler de hockey en dehors du podcast, mais maudit que ça m'emballe pas comme finale. C'est pas emballant, ça sera pas des matchs super spectaculaires non plus, mais écoute, les 2 équipes l'ont montré, la défense gagne des championnats. C'est un adage vieux comme le monde, c'est plate à dire, puis on a eu ça dire ça, puis de se le faire entendre, mais it is what it is. C'est les 2 meilleures défenses depuis le début des séries, les 2 meilleures structures. Puis si Colorado peut continuer à faire les arrêts, puis si mettons il connaît une bonne finale, là, même lui, il n'est pas exclu de gagner un trophée Conn Smythe, là. J'embarquerai pas sur ce terrain. Je sais pas si que vous le vouliez ou non, que vous êtes d'accord ou non, puis que, tu sais, même si on peut juger que Carter Hart n'a absolument pas d'affaire à jouer dans la Ligue nationale aujourd'hui, it is what it is. Ça peut arriver. Préparez-vous. Oui, écoute, tu veux qu'on parle de gardien? Moi, ce qui m'intéresse, la trame narrative de gardien qui m'intéresse beaucoup plus de cette finale-là, là, Frederik Andersen a accordé 20 buts depuis le début des séries. 20 buts en 13 matchs, OK? Le gardien qui a remporté la Coupe, je pense que c'est à vie, mais en tout cas, c'est depuis au moins 20-30 ans, là. Le gardien qui a remporté la Coupe en en accordant le moins de buts en une run complète, c'est Jonathan Quick en 2012, il en avait accordé 28. Il y a un réel monde dans lequel Frederik Andersen accorde moins de buts. Attends, je pense que je pourrais aller trouver la stats au complet. Écoute, ça a circulé un peu cette semaine. Il y a un réel monde dans lequel Frederik Andersen bat le record du plus petit nombre de buts accordés pour un gardien qui remporte la Coupe Stanley dans une run de série complète. Ça, c'est une histoire qui est vraiment cool parce que oui, on a beaucoup parlé de son taux d'efficacité qui n'est pas fou, de toutes ces affaires-là, là, mais ça reste que ce gars-là a accordé 20 buts en 13 matchs. D'une manière ou d'une autre, oui, peut-être qu'il n'est pas beaucoup challengé parce que la structure devant lui est vraiment bonne, mais man, il fait les arrêts quand même. Je veux dire, il a juste accordé 20 buts en 13 matchs. C'est très, 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 très peu. Puis il y a un monde dans lequel le 28 de Quick est en péril en ce moment. Et il y a un match d'ailleurs dans lequel il en a accordé 6 contre le CH. Hein? C'est vrai. Il en a 5 parce qu'il y en a 5, mais oui, je comprends. 5. Mais ça cette année, ce match-là, c'est 15 en 12 matchs. 8. J'ai compté. Non, t'as raison, non, 15, t'as raison. 20 en 12. 15 en 12. J'ai enlevé le 5 au 13. Podcast de maths! Podcast de maths! Non, c'est 15 buts en 12 matchs. Effectivement, t'as raison. Oui, Félix, il a accordé 8 buts. Pop, as-tu la stat? Je suis en train de trouver ça. Donnez-moi 2 secondes. Je suis en train de charger ça. La technologie. Ouais, la technologie. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux rien faire contre ça. Continuez, je suis encore en train d'essayer de le trouver, là, mais allez-y encore. On profite de ce message quand même pour vous remercier aussi pour ce qui est du bracket. On ne l'a pas fait, hein, mais 95, c'est pas rien. Hein? C'est 95 personnes déjà. Bon, une centaine, je pense que c'était 107 qui ont embarqué quand même. T'sais. Des oublis, ça arrive. Je pense qu'il y a plus d'un instant, tant qu'à suivre cette run des Canadiens de Montréal où on se dit « Oh! » Wow, quel run, puis tu penses pas trop au podcast et au prix qui est au bout de la ligne de tout cela, mais vraiment, là, du fond du cœur, merci quand même. 95 personnes qui participent à ça, c'est pas rien.
Pop, Oh! ton micro est fermé. Voyons, l'esprit que j'ai. Écoute, le mois l'été commence à arriver puis ça paraît là. Oui, effectivement, Jonathan Quick qui mène cette run-là pour les gardiens qui ont gagné la Coupe Stanley, faut-il quand même le rappeler. 29 buts accordés en 20 matchs aussi. C'est pas 28? Écoute, C'est pas 28? J'ai 29 ici, moi, de ce côté-là. Mais écoute, il y avait quand même aussi Matt Murray dans la run de 2016-2017 qui avait donné 11 buts, qui avait donné 19 buts en 11 matchs. Mais écoute, cette run-là en particulier, il y avait eu Marc-André Fleury qui avait joué les 2 premières rondes. Fait que, tu comptes pas ça vraiment là-dedans, mais c'est vraiment 29 buts en 20 matchs pour Jonathan Quick. 9,46 d'efficacité puis 1,41. Jean-Sébastien Giga, la fois qu'il a gagné le Conn Smythe, ça ressemblait à quoi? Il a perdu en finale de la Coupe Stanley. Ouais, mais c'est ça, je suis curieux. OK, parce que toi, tout ce que tu as en ce moment, c'est ceux qui ont gagné la Coupe. C'est pour les gardiens qui ont gagné la Coupe Stanley. Hey, tu sais quoi? C'est pas grave. C'est pas grave, les gens. Mais j'ai les stats ici. Jean-Sébastien Giguère, la run de 2002-2003, il avait fini les séries avec... en 21 matchs, il avait fini 9,45 puis 1,62 de moyenne. Combien de buts alloués au total? OK. Alloué au total 38 en 21 matchs. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça qui arrive. Mais les autres stats, par contre, monstrueux. C'est ça le pire. Ah, absolument. Ah oui. Il se faisait poivrer, le pauvre. OK. Niveau Canadien de Montréal, hein, on sait... on a vu justement quelques lacunes, cette formation-là, où on se dit, essayer de compenser pour certains manques ailleurs. J'ai envie de commencer avec ça. Je pense que là, il est bon temps de trouver quelqu'un pour jouer aux côtés de Lane Hutson. Si ça ne sera pas Noah Dobson, puis il y a eu ces deux ensemble ont eu des extrêmement bons moments, comme ils en ont eu des moments un petit peu terribles. Mais 2 points pour trouver le prochain partenaire de Lane Hutson. S'il vous plaît, un droitier, parce que Lane Hutson à droite, je pense que là, on peut comprendre que... Puis on peut s'entendre. C'est fini, j'en ai assez. Oui, c'est ça. À l'unanimité, c'est fini. On n'en veut plus de cela. Félix, c'était à peu près 2 matchs encore de puncher sa TV en ce moment. Oh man, ça fait Exactement. Puis, tu sais, si ça ne sera pas Noah Dobson, parce qu'on veut garder quand même une bonne deuxième paire là, de Noah Dobson et Mike Matheson qui peut aller gober, presque 30 minutes par match. Est-ce que la solution est à l'interne? On regarde un défenseur qu'on a appris à aimer, appris à détester, appris à aimer à détester. Est-ce que la solution n'est pas à l'interne, messieurs, ou est-ce qu'elle se retrouve dans une autre équipe à la recherche d'un renouveau? Mais en tout cas... Si là, je m'en allais. J'ai 2 questions pour toi, OK? Es-tu à l'aise que ce défenseur-là soit David Reinbacher? Oui ou non? Écoute, je vais répondre à cette question-là, puis je vais dire oui. Moi, si, mettons, on est capable d'éviter l'infirmerie dans le cas de David Reinbacher. Honnêtement, là, si David Reinbacher se rend jusqu'à l'été puis jusqu'à la fin du camp d'entraînement sans se retrouver à l'infirmerie pour une blessure grave, pour moi, il va commencer l'année à Montréal l'année prochaine. Je pense aussi, mais ma prochaine question, je avais 2 questions. Ma prochaine question, Mio pense à la première, puis je te reviens après, là, ma deuxième question. Êtes-vous prêt pour une solution plus fiable, que tu sais qu'il est capable de jouer sur un top 4? Utilisez Reinbacher comme monnaie d'échange pour l'avoir. Là, j'ai juste Colton Parayko en tête, parce que comme le premier nom qui me vient, là, mais pas Parayko, il ne voudra pas venir ici, là, mais imaginons qu'il y a un autre défenseur droitier qui devient disponible. Est-ce qu'on est prêt à utiliser Reinbacher comme monnaie d'échange ou on préfère lui donner une chance à Montréal? Écoute, Reinbacher, c'est une grosse responsabilité hein, qui lui arrive s'il devait être là l'année prochaine comme le partenaire de celui que je rappelle, on a nommé ici le joueur de franchise. Ce n'est pas rien, ce sont des grosses bottines à remplir. Est-ce qu'il peut le faire? Tu sais quoi? J'ai aimé ce que j'ai vu. OK? Pour tout le sucre qu'on lui a cassé sur le dos, là, on a vu du bon stock dans son court séjour dans la Ligue nationale. Est-ce que le facteur blessure demeure? Oui. Je ne sais pas à quel point ça aveugle ma façon de penser à ça ou pas parce que Kaiden Guhle en est un qui est incapable d'éviter l'infirmerie aussi. Ouais. Mais là, Kaiden Guhle a fait ses classes avec le grand club quand il ne gagnait pas, a monté avec tout le monde. Là, il y avait des attentes pour commencer cette saison. Il va y avoir encore
de plus grosses attentes pour commencer le calendrier. Est-ce que de dire Reinbacker, jour 1, tu joues première paire avec Lane Hudson, est-ce que ça va pas casser la confiance du jeune homme, mais est-ce que ça va casser le rythme de cette équipe-là? Peut-être que oui, peut-être que non aussi, peut-être que je m'en fais pour rien. Je sais pas. Je suis plus conservateur dans ce choix-là. Moi, écoute, peu importe ça va être qui pour Lane Hudson, là, je pense que on peut déjà présumer que peut-être Noah Dobson va peut-être partir avec le poste l'année prochaine. Moi, là, tout ce que je veux, là, peu importe la solution, si ça vient de l'interne ou non, si on peut trouver une façon d'éviter que Mike Matheson joue encore 25 à 30 minutes par match l'année prochaine, moi, je suis vendu. Moi, ça va être ça. Tu sais comme moi que ça n'arrivera pas. Tu sais comme moi que ça n'arrivera pas. Tu sais comme moi que ça n'arrivera pas. Hey, 5 ans, hein? 5 ans de contrat qui commence à partir de cet été, hein? Moi, écoute, j'ai pas de problème avec ça. Je sais que tu c'est long, 5 ans. C'est long. Je sais, puis on en parle beaucoup, mais ça reste que... Prends la brigade de l'an prochain, OK? Enlève Mike Matheson. Comment tu trouves quelqu'un pour manger ces minutes-là? T'en as pas. Caden Goulet, on vient d'en parler, ce gars-là est tout le temps blessé. Tu n'as pas d'autre option pour le remplacer. Des défenseurs qui sont capables de jouer du 25-30 minutes, même si c'est pas idéal, là, qui sont juste capables de le faire. Non, mais tu sais, s'il peut en jouer 22-23 au lieu de 27-28, mettons, là. Ce serait idéal. L'affaire, c'est qu'on n'a pas... C'est juste ça que je demande. C'est juste ça que je demande. Tu sais, il y a un style de jeu qui va faire que ça peut peut-être bien vieillir, mais à un moment donné, il va manquer de souffle, là. À un moment donné, on va se rendre compte qu'à 4e, 5e... Il va falloir que Caden Goulet... On espère que Caden Goulet va devenir ce gars-là. À un certain moment donné, il va falloir que ça se fasse. Là, on ne pourra pas juste te dire peut-être que l'année prochaine, il va être en santé. Puis, je suis un gros fan de Caden Goulet. Je pense que j'en ai déjà parlé sur ce show-là. Je suis un gros fan. Puis, sa run de série, un vrai guerrier, là, mais il n'y a pas d'autre option en interne à part Linebacker qui est un droitier. Il n'y a pas d'autre gaucher qui va venir sauver Matheson éventuellement. Mais bon, pour ce qui est défenseur droitier, on regarde un peu qui peut être disponible. J'ai vu à un moment donné le nom de Vincent Desharnais, tout ça. Mais tu sais, les Canucks là, qui sont en reconstruction, il y en a un pas pire à droite, me semble, qui pourrait. Oui, je pense que c'est un... Philippe René, c'est un des rares qu'on veut garder, je pense. Je pense que c'est un des rares qu'on veut... Vincent Desharnais est un nom super intéressant. Moi, c'est un des noms que... Tu veux un gars qui peut t'aider en désavantage numérique. On parle beaucoup de comme quoi on veut que cette équipe-là se grossisse. Tu sais, tant qu'à jouer à la chaise musicale de Jalen Struble puis Arbor Xhekaj comme 6e défenseur, mais aussi bien en mettre une version un peu meilleure en droitier avec Vincent Desharnais. Ce gars-là ne viendra pas remplacer Mike Matheson. Donc, des gars qui remplacent Matheson, on n'est pas là du tout. Là. Mais il va venir combler un rôle. Puis, tu sais quoi, je suis pas prêt à dire que c'est un partenaire parfait pour les Hudson, mais si ça marche pas pour David Reinbacker, pas une idée d'option. Dans le pire des cas, il se ramasse 7e défenseur, puis t'es pas mal pris quand Goulet va se blesser ou quand si Matheson manque des matchs. Si un de tes 6 manque un match en général, t'es pas mal prêt avec une ligne bleue qui ressemble à quelque chose comme Mike Matheson, Noah Dobson, Lane Hudson, Caden Goulet, Vincent Desharnais, Alexandre Carrier puis David Reinbacker. T'es vraiment pas mal prêt avec un groupe de 7 qui ressemble à ça. Avec un goaler numéro 1 vraiment plus solide qu'en début de saison cette année. Oui, hein, mais bon, regardez les gars, je m'éternise. Je sais que Kraken aussi peut-être commence à regarder pour échanger certains de leurs joueurs. Et ils ont quand même 2 défenseurs droitiers qui pourraient aussi attirer un peu d'attention. Je pense à Adam Larsson puis Brandon Montour, là, quand même, qui peut être 2 joueurs. Écoute, Montour, on peut aller le chercher pour qu'il arrête de marquer. Si Brandon Montour joue avec le Canadien comme il joue contre le Canadien, là, mais ce gars-là va gagner de Norris, ça n'aura aucun sens. Donc, 2 là. Mais bon, Brandon Montour en est un, mais l'autre nom, du moins l'autre position qui attire quand même beaucoup de regards, c'est celui de la position de centre, le fameux 2e centre. Mais bon, regardez, au moins c'est fait. Premier centre, c'est fait. Maintenant, 2e centre, ça joue un peu à chaise musicale, hein, de passer de Kirby Dach, de passer Jake Evans, Oliver Kapanen qui, écoutez, monsieur, avec tout le respect du monde, on a vu que malheureusement, le style unidimensionnel ne le fait pas pour les séries éliminatoires. Félix, il y a un nom que tu avais mentionné durant la date limite des échanges, celui qu'on théorise comme étant la fameuse transaction refusée. Peut-être qu'on va savoir lundi, justement, qui était ce joueur. Peut-être qu'il y a eu, peut-être que non. Hein. Mais dans tous les cas.
Dans tous les cas, Félix, retenteront-ils le coup, devrais-je dire, même auprès de Nico Hischier, si c'est bien lui, là? Ah, man, il faut la maison pour Nico Hischier, si oui. Parce qu'écoute, là, il va avoir un certain enjeu parce que ce n'est pas le même DG qu'à la date limite pour les Devils. On fait un changement de DG. Tom Fitzgerald n'est plus là. C'est rendu Sonny Mehta, qui est un gros fan de stats avancées, qui a le profil de gars qui aimerait beaucoup Nico Hischier, qui est le capitaine là-bas et qui aura besoin d'un nouveau contrat. Et c'est un peu là qu'on arrive dans le débat de Nico Hischier. Veut-il rester au New Jersey? Si oui, est-ce qu'on va être capable de donner l'argent qu'il souhaite obtenir au New Jersey? Ce sont des questions qui se posent en ce moment. Est-ce qu'on est mieux construit autour de Jack Hughes et de se garder de la flexibilité dans l'éventualité ou est-ce qu'un jour Quinn Hughes devient disponible? Parce qu'il faut rappeler que Quinn Hughes est à 1 an et 1 mois d'autonomie complète. Ce sont des questions qui se posent en ce moment avec Nico Hischier. Et sérieusement, on adore Nick Suzuki à Montréal. Nico Hischier est une version un tout petit peu moins bonne, mais gaucher, qui pourrait être le gars parfait pour jouer. Et du même repêchage, d'ailleurs. Oui, effectivement. Oui, le même repêchage. Et un gars qui a joué dans la LGMQ aussi. Tu sais, veut pas, je sais que c'est un Suisse, ça n'a pas vraiment de. C'est pas comme si c'était un fameux petit gars de chez nous, là, mais presque, là, un Suisse qui est venu jouer à Halifax, un gars de la LGMQ qui connaît quand même un peu le monde du hockey au Québec, ou du moins dans l'Est canadien. Pour elle, je le vois comme le candidat parfait. Tu sais, à moins que Connor McDavid devienne disponible tout d'un coup, puis qu'on décide de l'échanger à Montréal, ou j'allais dire Austin Matthews, mais si Toronto échange Austin Matthews à Montréal, je sais pas ce qui est passé par la tête de John Chayka. À moins que Connor McDavid devienne disponible, je vois pas vraiment d'autres options qui vont être meilleures. Puis il y a des noms qui vont circuler, là, Robert Thomas, Mason McTavish et tout, mais Hischier est dans une classe à part. Puis, ce serait à la seconde où il arrive, là, si on exclut, mettons, Draisaitl, McDavid à Edmonton, Hischier serait probablement le meilleur deuxième centre de la ligue. Je veux dire, en tout cas, si c'est pas le meilleur, il est comme dans le top 3, top 5, là, fait que ce serait un luxe incroyable d'avoir ces deux joueurs de centre à Montréal. Ceux qui veulent vraiment, ils veulent Michael Age, j'adore Michael Age, je suis un gros fan de Michael Age. Ils veulent Michael Age, qu'ils le prennent. Le Canadien n'aura pas un deuxième centre sans avoir à utiliser la carotte Michael Age, ou peut-être Zarovski, c'est une équipe qui n'a pas de celui-là. Mais la carotte Michael Age va devoir être utilisée si on va aller chercher un vrai deuxième centre qui peut aider l'an prochain. Et je suis de plus en plus prêt à le faire. Je veux dire, je pense que s'il y a une affaire qu'on a compris de cette run de série-là, c'est qu'on n'est pas à grand-chose chez le Canadien. On n'est pas à grand-chose. Puis en tout respect pour Age, on ne sait même pas s'il va être un centre ou un ailier dans la LNH. Puis s'il devient un centre, il est probablement à 2 voire 3 ans d'être un vrai centre de calibre top 6. Est-ce que tu peux te permettre d'attendre encore 2 ou 3 ans? Peut-être, mais je veux dire, Suzuki va avoir 29 ans à ce moment-là. Caulfield va être à 27, je crois. Il va falloir qu'éventuellement tu fasses un move plus agressif, un move plus maintenant. Et je pense qu'Hischier, qui est le même âge que Suzuki, le fait est absolument naturel pour ça. Puis surtout qu'il faut retenir qu'avec la signature d'un an à 5,5 millions, d'Evgeny Malkin, la Penguins de Pittsburgh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais le marché des joueurs autonomes pour les gars de centre, là, écoute, je pourrais vomir toute l'eau que j'ai bu depuis le début de cet épisode-là. Et je suis sûr que ça donne un plus beau résultat de ce qu'on a présentement. Là. Le marché des centres est complètement putride en ce moment dans la Ligue nationale. Les gros noms, c'est dégueulasse. Boone Jenner est un des gros noms, puis on s'attend à ce qu'il re-signe à Columbus. Possiblement, là, c'est pas fait, mais il y a encore des chances qu'il re-signe. Après ça, t'arrives à Scott Lawton, que les Kings ont peut-être essayé de signer, puis Jason Dickinson. Je veux dire, t'as pas rien. Là. T'as rien. On a déjà les troisième centres à la maison. Là, c'est correct, on n'a pas besoin d'un autre. Puis, moi, je fais juste imaginer là, une ligne de centre. Mettons, Nick Suzuki, Nico Hischier, Jake Evans, Philippe Danault. Sur les mises en jeu, là, le Canadien va manger la Ligue nationale au grand complet. Ça va être une masterclass sur les face-ups. Cette équipe-là aurait besoin là-dessus. Puis Nico Hischier est capable d'avoir un jeu offensif. Là, c'est pas Nick Suzuki. Là, on se comprend. Là. Mais ce gars-là peut gagner des face-offs, peut devenir un excellent modèle pour coacher Ivan Demidov, pour l'amener encore plus loin dans son jeu défensif, son jeu sur 200 pieds de la patinoire. Écoute, le 13 millions me fait peur un peu. Même 11 millions, là, au départ, Noah Dobson voulait 11 millions avec l'Islanders. On l'a eu pour moins de 10 millions à Montréal. Mais 11 millions à Montréal pour Nico Hischier, je serais un peu là-dessus. Mais écoute, le cap monte. Les équipes ont encore le droit de signer des joueurs pour 8 ans encore jusqu'au 15 septembre.
Allons-y avec ça. Le cap monte, puis je veux dire, une des raisons pour laquelle tes gars ont pris pas des coupeurs, là, mais qui ont accepté moins pour signer, c'est pour permettre de payer d'autres gros noms éventuellement. Fait que je veux dire, tu peux toujours jouer à chicken puis attendre que le gars tombe à un bon prix, mais t'auras juste pas de gros noms si t'attends tout le temps. Fais ton swing. Si Shear est là, fais ton swing. Il veut 12, il prendra 12. Demidov va probablement signer pour moins de 10. Je pense qu'on s'attend tous que ça tourne un peu. D'après moi, ça va être extrêmement similaire au contrat d'Hudson. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Mais d'après moi, 8 x 9, là, je pense que tout le monde va être bien content. Il va signer, puis ça va être le problème va être réglé. Tu mets Nico Hischier avec Ivan Demidov. Hischier fait 80 points l'an prochain. Demidov en fait 90. Je le pense sincèrement. Tu mets 80 pour Hischier, 90 pour Demidov. Ben, tu sais, Hischier, c'est un gars qui en a déjà eu 80. Tu sais, Pop a mentionné comme quoi, ben, il est capable de la rentrer. Puis, tu sais, je veux dire, il accote quand même le 500 points en 600 matchs dans la ligue. Là, puis, tu sais, en plus de ça, mis à part pour la saison 2021, saison pleine de COVID, là, je veux dire, le gars a été épargné aussi de la liste des blessés. Là, je veux dire, ces dernières saisons, c'est du 82, du 75, du 71, du 81 matchs. Tu sais, le gars, quand même, est fiable aussi à ce niveau-là. Puis on voit avec Suzuki à quel point, pour l'instant, c'est une valeur sûre et qui sera sur la formation. Mais bon, on verra pour... Puis de toute façon, là, dans un mois, Patrick Laine n'est plus sur le payroll. Dans 13 mois, Josh Anderson, Brendan Gallagher est plus sur le payroll. Gallagher, c'est peut-être dans un mois aussi. Oui, aussi. Changer cet été. Là. Non, d'après... Écoute, ça, c'est ma prédiction bien personnelle. Là. Je pense qu'on va juste buy out sa dernière année de contrat, puis on va annoncer dans quelques semaines après que il va juste faire une conférence de presse, se retirer en tant que membre des Canadiens de Montréal. Puis ça va du coup, moi, je pense que les Canucks vont être bien contents de le prendre si on leur donne un choix de 4e ronde avec. Là. Le gars est un gars de Vancouver, juste son hockey junior là-bas. Une petite dernière année à Vancouver, puis il finit ça. Ce serait plate, là, j'ai pas envie de le voir dans un autre uniforme, mais je pense que les Canucks vont être bien contents de le prendre. Les Canucks cherchent. On va avoir besoin de payer quelqu'un à un moment donné. C'est bien beau qu'Elias Peterson fait de l'argent, mais il va falloir que quelqu'un d'autre se fasse payer à un moment donné. Je pense, on va arriver dans un monde où est-ce que, tu sais, avant, c'était les vieux contrats qu'on ne savait pas quoi faire avec, celui de Carey Price, celui de Pavel Datsyuk de chez Weber. Mais là, ça va être des contrats de joueurs actifs, des mauvais contrats qu'on va prendre pour atteindre le plancher salarial pour les équipes en reconstruction. C'est là qu'on va arriver. Parce qu'on dit souvent que le cap monte, mais le plancher monte aussi. Oui, le plancher monte. Il doit monter aussi. Brady, un gars d'Edmonton, non? Oui, effectivement. Oui. Mais a joué son junior à Vancouver. Anyways, on s'en tape dessus, hein, des nuances de même. Hein? Dans l'Ouest. Mais vrai, Brendan Gallagher est à Vancouver, ce que Nico Hischier est à Montréal. Je suis plus de la vie de Pop. Moi, je le verrais, je pense que je le verrais annoncer à la conférence de presse, puis juste dire, tu sais quoi? C'est surtout qu'en plus, il est rendu père de famille. Hein? Tu sais, il est rendu père, puis honnêtement, là, tu sais, quand je pense que c'est Danny Dubé qui faisait ça sur la retransmission radio avant le match numéro 5. Tu sais, si Brendan Gallagher n'est pas inséré dans le match numéro 5 contre les Hurricanes, tu sais, à un moment donné, c'est quand qu'il va être inséré? Là? Tu sais, c'est quoi ça maintenant? Oui, clairement. On s'entend là-dessus. Donc, il y a bien sûr cette finale de la NHL qu'on va attendre avec... on va attendre. Je pense qu'on est assez clair là-dessus. Mais Félix, juste avant qu'on passe à autre chose, on l'avait mentionné en début d'émission, on a un petit peu d'informations qu'on a envie de partager quand même, que tu as envie de partager sur les droits de diffusion. Oui, écoute, c'est des choses que j'avais un peu entendues, des petits bouts ailleurs. Et là, David Pagnotta, hier, qui a sorti un texte dans lequel il va plus en détail là-dedans. On a... Au Canada anglais, du moins, on commence à avoir une meilleure idée de à quoi ça va ressembler l'an prochain au niveau des droits de diffusion. On savait que Sportsnet allait être de retour et que les droits régionaux allaient rester à TSN/Bell Media. Donc, le samedi va rester à Sportsnet. Mais non, la semaine se clarifie un peu. Dans le fond, en ce moment, ce qui circule selon Pagnotta, les lundis, on avait les lundis soirs sur Prime Video. Le Prime irait à mercredi et les lundis seraient remplacés par Crave. Donc, on irait tranquillement vers le monde du streaming pour les matchs du lundi soir, un peu comme on le fait avec Prime, mais ce serait avec Crave. Et les matchs du jeudi seraient aussi sur Sportsnet. Donc, on prendrait une case qui était habituellement réservée aux régionaux, qui s'en irait aux droits nationaux détenus par Sportsnet. Et selon ce que Pagnotta a révélé
par la suite, c'est qu'il y a quand même certains petits détails au niveau des dates qui pourraient être amenés à changer. Ça, je suis pas trop familier avec ça. Moi, ce qu'on m'a dit récemment par rapport à ça, il y a une nouvelle qui est un peu passée sous le radar et qui a un impact majeur sur ce qui va se passer avec les droits francophones. On a appris cette semaine que RDS allait conserver les droits de diffusion des Alouettes, des droits exclusifs jusqu'en 2031, si je ne m'abuse. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que RDS avait 60 matchs, on baisse à 48 l'an prochain. Il y a 2 matchs qui s'ajoutent. Fait que là, il y avait comme un genre de 10 à 12 matchs qu'on ne savait pas trop quoi faire avec parce qu'il n'était comme pas acheté par les régionaux, mais c'était comme un genre de petit package qui restait. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les nationaux vont rester à TVA Sport. Ça, ce n'est pas une surprise. C'est ce qui est attendu depuis longtemps. Et TVA Sport va commencer à diffuser des matchs en semaine, un peu comme Sportsnet va probablement le faire selon Pagnotta. Est-ce que ça va être tout le temps la même journée? Est-ce que ça va être, disons, le jeudi comme Pagnotta a rapporté? C'est possible, mais attendez-vous à ce qu'il y ait plus de matchs en semaine à TVA Sport. Les séries vont rester là aussi. Ça se peut qu'on ait, mettons, les jeudis soirs TVA Sport ou quelque chose comme ça. TVA qui a connu une dernière année incroyable avec l'engouement de Victoria Mboko, le parcours des Blue Jays en série mondiale, les séries du Canadien cette année. Ça a été une année incroyable à quelques mois de la renégociation des droits de diffusion de LNH. Ça va très, très bien pour eux en ce moment. Ils ont un peu le vent dans les voiles, fait que ça fait en sorte qu'on peut se permettre d'en prendre plus, d'aller un peu plus loin avec le prochain contrat. Et là, le fait que les Alouettes, la raison pour laquelle ça c'était pertinent, les Alouettes, c'était un peu la carotte que les RDS voulaient offrir à TVA Sport pour conserver certains matchs que dans la baisse de 60 à 48, sur ces 12-là, RDS voulait en reprendre quelques-uns en échange des matchs des Alouettes. Et c'est une énorme surprise. Il y a bien des gens à l'interne qui étaient surpris d'apprendre qu'RDS allait conserver les droits exclusifs des Alouettes. Donc, sur ces 12 matchs-là, RDS, je ne m'attends pas. Personnellement, c'est une inférence que je fais à partir de ce que je sais. Je ne pense pas qu'RDS va être capable de reprendre ces matchs-là. Je pense que TVA Sport va juste les garder au complet. Fait que ça fait en sorte qu'on aurait quasiment autant de matchs à TVA Sport qu'à RDS l'an prochain. Fait que c'est ça à quoi il faut s'attendre pour les prochains droits de diffusion. On espère une annonce rapidement, mais c'est en négociation. Je pense que c'est encore en négociation en ce moment. Sauf que la nouvelle des Alouettes qui reste exclusivement RDS, ça a changé beaucoup de choses dans ces négociations-là. Et il y a une personne chez Québécois, un très, très haut placé chez Québécois, je ne pense pas avoir besoin de le nommer, qui n'était pas très content d'apprendre que les Alouettes allaient rester exclusivement à RDS. Et pour vous donner un indice, vous avez qu'à regarder le logo des Alouettes, de comprendre un peu pourquoi. Et même en plus, d'ailleurs, que Cube est diffuseur, du moins présentateur radio. Ils vont avoir des matchs sur leur plateforme. Bon, maintenant, en fait, c'est rendu dans de la radio traditionnelle maintenant. Là, mais bref, vous comprenez, Cube qui avait quand même maintenant une certaine partie de droits de diffusion des Alouettes, mais n'auront pas télévision. Grosse nouvelle, mais bon, dans tous les cas, je pense quand même qu'on peut se réjouir qu'il va y avoir des matchs en français. La Ligue nationale, on sait, il y avait peut-être même un enjeu de peut-être encaisser certains des coups, mais vous savez quoi? Des matchs en français, moi, ça fait mon bonheur. Je pense que c'est nécessaire aussi d'en avoir et on arrive au moins au bout du tunnel un peu de cette histoire-là, mais bon, on attend quand même l'annonce officielle de la chose. OK. J'ai mentionné, bon, comme quoi on a cette finale de la LNH qu'on attend à 3 petits points à certains niveaux d'enthousiasme différents, mais celle de la NBA s'en vient. Puis celle-là aussi, elle amène un drôle de niveau d'enthousiasme dans le sens que ça peut se finir en 4 comme ça pourrait peut-être se finir en 7 ans. On sait pas trop avec cette série-là, mais bon, les Spurs de San Antonio, pour faire court, ont éliminé le Thunder d'Oklahoma City. Chez eux, 111-103, éliminent les champions en titre. Messieurs, il y aura un nouveau champion. Et on a même vu, là, d'ailleurs, Victor Wembanyama, mon Dieu, comblé par les émotions. Après le match, on sait que c'est une jeune carrière. Hein? Ça part extrêmement bien une carrière pour Victor Wembanyama que de se rendre en finale. C'est quelqu'un qui, quand même, a vécu un peu d'adversité, hein? Pour quelqu'un qui est déjà à sa 3e année dans la Ligue, là, on sait qu'à sa 2e saison, il y a eu l'histoire des caillots sanguins, quelqu'un qui a eu même un certain historique de blessures aussi, a plus joué dans cette série-là. Mon Dieu, a connu une séquence absolument folle de minutes jouées, comme il ne l'a pas fait en saison régulière. Mais
ce que je retiens beaucoup de cette run des Spurs en finale, c'est, messieurs, Victor Wembanyama, puis les Spurs, hein, ça a juste pris 2-3 choix de repêchage consécutifs comme ça pour sérieusement mettre des bâtons dans les roues de la grande reconstruction du Thunder qu'on vante depuis si longtemps. Avec raison d'ailleurs, mais qu'on vante depuis si longtemps. Puis écoute, dans l'NBA, il y a plusieurs mondes qui diraient, oui, Victor Wembanyama, tout le monde pourrait refaire une reconstruction, même si on obtient le premier choix au total en 2022. Ça, si je ne me trompe pas, c'est 2022? Oui, c'est 2022. 2022? OK. C'est les 30 équipes avec Victor Wembanyama. Oui. 2023, c'est vrai. Oui. C'est vrai, 2023. Puis, je pense qu'il faut mettre un peu de nuance. Oui, OK. Tu me diras, n'importe quelle équipe sur la Terre, en ce moment, dirait, tu pourrais prendre Victor Wembanyama pour reconstruire ton club. On va dire oui. On ne se trompe pas, là. Non. Mais les Spurs auraient pu... les 2 repêchages suivants, 2024-2025, on aurait pu se tromper. On aurait pu foirer notre choix en ne sélectionnant pas un Dylan Harper ou un Stephen Castle. Moi, je pense, sur ce genre de discussion-là, j'ai toujours le... Là, je suis pas mal sûr que c'est 2022. Quand Golden State, même pas 2021, quand Golden State avait le 2e choix au total puis qu'on a pris James Wiseman, ça 2020. Ah, c'est pris que je connais pas mes années dans l'NBA. Non, mais l'NBA, c'est weird. La décennie 2020, elle me fuck aussi. Moi, jusqu'à 2019, ça va. Après ça, c'est un peu tout mélangé. Mais tout ça pour dire, Victor Wembanyama n'est pas l'unique responsable de tout ça. Réussir au repêchage en sélectionnant Dylan Harper et Stephen Castle, sans oublier aussi un De'Aaron Fox qu'on est allé chercher par voie de transaction aussi. C'est pas un move qu'il faut oublier aussi là-dessus. Et quand même aussi repêcher Pop des Devin Vassell puis des Keldon Johnson qui sont là depuis un bout aussi puis qui ont connu ces saisons de 14-15 victoires. Là. Je ne sais pas à quel point, maintenant, aujourd'hui, à quel point Greg Popovich est encore impliqué dans l'organisation. Je suis pas mal sûr que malgré son état de santé, il est encore un petit peu impliqué ici et là un peu. Mais tu as encore l'empreinte Greg Popovich dans toute cette reconstruction-là. Puis ça passe bien au-delà de juste repêcher Victor Wembanyama. Tout le monde est encore là un peu à San Antonio. À chaque fois qu'ils le font, ils vont présenter David Robinson, Tim Duncan, la sainte trinité des pivots des Spurs qui sont là. Comment tu passes de... en fait, Tim Duncan qui était power forward, là, mais tu passes de David Robinson à Tim Duncan et après ça va à Victor Wembanyama. Je veux dire, tu te trompes pas. Puis même, je pense que Victor Wembanyama avait mentionné comme quoi il avait parlé à Greg Popovich avant le 7e match, comme quoi, toujours en prendre un peu plus. Puis c'est à quoi c'est beau à voir, par contre, parce que Victor Wembanyama, autant que, on peut rentrer dans toutes les conspirations que vous voulez, c'est le Spur parfait. C'est fou. Il cadre parfaitement dans ce que sont les Spurs. La culture des Spurs. Ça, c'en est une bonne, by the way. Oui, puis c'est le gars parfait pour ça. Puis quel talent! Je veux dire, moi, c'est juste ça. Ce gars-là, c'est phénoménal, man. J'essaie de trouver d'autres mots. Je n'ai pas de mots. Ce gars-là est encore tellement jeune. Il a tellement de temps devant lui. Félix, si tu n'as pas de mots, j'ai des chiffres que je pourrais te donner. Ah, okay? Parfait, j'aime ça. J'ai des chiffres. Victor Wembanyama, OK? Dans cette série de 7 matchs, contre le Thunder OKC, qui, on pensait au mois de novembre, allait soit être la meilleure équipe dominante défensive par rapport à ses pairs ou allait finir avec le meilleur fiche de l'histoire de l'NBA. OK? Victor Wembanyama, premièrement, 7 matchs, 264 minutes, ce qui est complètement fou quand tu y penses un peu. 76 rebonds, 22 passes, 10 vols de ballon, 19 blocs et avec tout ça, 191 points. Ça, c'est en 7 matchs contre le Thunder d'Oklahoma City à 22 ans. Moi, ce que j'aime de ces chiffres-là, Pop, c'est qu'après tous ces chiffres-là, j'ai toujours pas plus de mots. Parce que c'est juste ce gars-là est fascinant. Qu'est-ce que tu veux dire de plus à part le fait que ce gars-là est un alien? Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, man. Et puis, écoute, tu regardes ça, tu te dis, man, c'était peut-être la dernière année pour que le Thunder l'emporte avant que les Spurs deviennent vraiment un problème.
Les Spurs sont déjà devenus un problème, finalement. Là. Puis oui, on va entendre que Jalen Williams n'était pas là, qu'AJ Mitchell n'était pas là. On va entendre parler de ça. Peut-être que Jalen Williams change de série. C'est le deuxième, peut-être troisième meilleur joueur de cette série-là. Chet Holmgren était tellement mauvais. Je pense que Jalen Williams, qui n'a même pas joué, était meilleur que Chet Holmgren. Écoute, man, on n'a même pas été capable de se rendre en finale de celle-là. Parce que les Spurs n'ont battu cette année. Alors que Wembanyama, se dit pas, a 22 ans. Dylan Harper, Stephen Castle, c'est pas exactement vieux non plus. Les deux sont plus jeunes que Victor Wembanyama, hein, fait que faites ce que vous voulez avec cette information-là. Ils vont être bons longtemps, puis on sait que ça peut changer vite dans l'NBA. Il y a 2 ans, en fait, l'an passé, on se disait, wow, personne ne va jamais être capable de battre le Thunder, ça a pris 1 an. Il y a une couple d'années, on se disait, wow, les Nuggets vont tellement être bons longtemps. Wow, les Celtics sont Jason Tatum et Jaylen Brown, ils vont être bons tellement longtemps. Des fois, ça change vite. Je veux dire, là, on a 3 joueurs exceptionnels qui ont 22 ans et moins. Je sais comment tu peux ne pas être emballé par rapport à ça. Hey, c'est quand même presque une brochette de 3 recrues de l'année presque, là, tu sais, je veux dire. Oui, j'y ai pensé en me disant, c'est vraiment quand j'ai nommé... C'est quand j'ai nommé Dylan Harper, j'ai fait, attends, lui, il l'est pas, mais les 2 autres l'étaient. Ouais, c'est ça. Puis quand même, à sa saison recrue, j'ai l'impression que Stephen Castle l'a été, mais bon, classe quand même assez exceptionnelle avec Vijay-Com et Cooper Flagg qui devrait l'avoir, puis Kankanupa aussi. Là. Il tombe un peu 4e, un peu malgré lui, mais dans ces séries-là, mon Dieu, ce qui a été excellent. Alors, ce qui fait en sorte qu'ils affronteront les Knicks de New York. Messieurs, juste un mot rapide quand même, hein, parce que ça paraît pas, mais le temps file. Mais on s'attend à quoi de cette finale-là? J'espère juste que ça va être des matchs serrés. Parce que, tu sais, veux pas, OKC, San Antonio, ça a été en 7, mais il y a eu quoi, 5, 6 blowouts même dans cette... En fait, écoute, Pop, mis à part les matchs 1 et 7 qui se sont décidés en bas de 10 matchs, tous les autres matchs, de 10 points, pardon, là, les matchs 2 à 6 se sont décidés par plus de 10 points. Là, pas une bonne marge quand même. Là. Ça a été des blowouts, malgré tout que ça soit rendu en 7, puis au moins, Dieu merci, on a eu un excellent match numéro 7, mais tu sais, ça oppose l'équipe qui a le joueur le plus extraordinaire de cette ligue-là, San Antonio, et tu as les Knicks de New York qui sont, sans qu'on en parle trop, du moins ici au Québec, là, une des runs les plus dominantes qu'on aura vues dans les dernières années. Après je pense, 12 ou 13 matchs, le différentiel de points est comme plus 221 pour les Knicks. Tu sais, oui, OK. L'opposition dans l'Est, blablabla, blablabla, blablabla. Je fais juste vous rappeler que les Knicks, c'était même pas top 2 favoris après la saison régulière. Là. Je fais juste vous dire ça un peu. Cette équipe-là est extraordinaire. Cette équipe-là est aussi portée, un peu comme on a vécu à Montréal, peut-être la fanbase la plus unhinged en ce moment dans le monde du sport. Moi, je fais juste vous rappeler, si vous êtes policier à New York cette semaine, je pense que les 2 prochaines semaines, vous allez mériter votre bonus de fin d'année. Ne touchez pas au Rizzler. S'il vous plaît, il faut le protéger par contre. Écoute, il reste pas au Big Rizzler, mais moi, je suis un Big Justice guy, par exemple. Non! Moi, Non! J'adore tellement de Rizzler, il est tellement parfait. En plus, il est passé sur un Side Talk NYC en plus la semaine dernière. Il est parfait. J'adore. J'adore. Il a tellement la conversation. Je me sens sale avec cette conversation-là. mais je reviens, écoute, puis tu parles des Knicks, pas la run qu'on a eue. Là. Vous souvenez-vous, il y a genre. On a l'impression que ça fait comme 3 ans de ça, mais ça fait genre 1 mois et demi, là, quand CJ McCollum avait cette équipe-là, il était en train de shaker. C'était drôle, ça, parce que là, wow, le vieillard de CJ McCollum va peut-être sortir les Knicks en première ronde. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a cliqué chez les Knicks, Ben, puis depuis ce temps-là, c'est une équipe tellement dominante. Je l'ai dit sur le show de la semaine passée, je pense que les Knicks, à ce moment-là, je ne sais pas si ça a qui la rédaction encore, mais peu importe ça a qui, je me disais que les Knicks, ça allait leur donner une bonne run. Je ne suis pas prêt à dire que je les prends contre les Spurs, mais non, tu sais quoi, je le fais. OK! Oh, damn! En fait, je pense pas. Attends. Je sais pas encore ce que je pense. Mais... ne pense pas, mais ton cœur veut que New York gagne. Mon cœur veut que Karl Anthony Towns soit le champion de la NBA. Puis mon cœur pense que cette équipe-là a vraiment les ressources pour compétitionner. En assumant que Mitchell Robinson arrête de
faire mal aux petits doigts. Là. Si ça peut arrêter ce niaisage-là, ça ferait pas de tort. Mais il y a quelque chose chez les Knicks en ce moment que j'haïs vraiment pas. Puis, écoute, on parle des Knicks qui ont été dominants, puis on parle de la série Canadien-Hurricanes, comme quoi le Canadien était un peu brûlé par rapport aux Hurricanes. Les Spurs ont joué des séries pas mal plus longues que les Knicks récemment. Là. Je veux dire, on est allé en 7 contre OKC, on est allé en 6 contre les Timberwolves avant. Les Knicks ont vient de balayer les Cavaliers en finale de l'Est. Je serais pas surpris que les Knicks, du moins en début de série, prennent peut-être les 1-2 premiers matchs. Puis soudainement, on commence à faire douter les Spurs. Tu sais quoi? Oui, les Knicks vont gagner. En 7, ça va être une super bonne série. Les Knicks vont gagner en 7. Ça, tout dépend de comment cette série-là va être arbitrée, mais ce sont quand même deux équipes qui sont extrêmement physiques défensivement. J'espère en tout cas que ce ne sera pas Tony Brothers qui sera là pour arbitrer parce que on l'a vu d'ailleurs, là, c'est pas une fucking joke Tony Brothers match 6 qui. Il se faisait à quel point c'est la bullshit son affaire, puis il fait juste hausser les épaules. Ah! Sorry! Et puis tu sais, pas donner à Mitch Johnson, l'entraîneur des Spurs, son temps mort qu'il demande pour révision, puis qui se fâche avec raison et il reçoit une faute technique pour ça. C'est terrible. Je ne veux pas Tony Brothers en finale. Ça sera ça. Hey, messieurs, il ne reste plus beaucoup de temps, mais on a quand même d'autres nouvelles NBA de cela. Félix, on parle du Thunder justement. Qu'est-ce que ça prendrait pour tenter vous savez quoi, de peut-être reprendre le dessus là, de cette rivalité avec les Spurs et cette rivalité dans l'Ouest? Là? On parlait de la série épouvantable de Chet Holmgren qui visiblement a Victor Wembanyama mis dans sa petite poche arrière. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait surpris que le Thunder, qui a, faut le rappeler, 4 choix de première ronde cette année, il y en a 4, qui a Chet Holmgren institué comme monnaie d'échange et qui peut se libérer de l'argent avec les options de Luguentz-Dort et je crois Easy Hartenstein, je crois que c'est l'autre que j'ai en tête. Il y a moyen de se libérer de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait vraiment surpris qu'on apprenne que Sam Presti a fait un swing, puis échanger Chet Holmgren des choix au repêchage, puis quelque chose d'autre pour aller chercher Giannis Antetokounmpo, puis faire une paire SGA, Giannis, avec même un trio avec Jalen Williams? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait surpris de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait surpris de ça? OK, Shams Charania, là, on se calme, là? Non, mais y a-tu quelqu'un qui serait surpris de ça? Non, je dirais pas que c'est impossible, là, mais écoute, je suis tellement fed up avec les rumeurs de transactions de Giannis Antetokounmpo que je suis comme, j'en parle plus jusqu'à temps qu'il y ait une vraie transaction qui se fait à quelque part. Je suis d'accord avec toi. Mon seul point, c'est est-ce que tu serais surpris d'apprendre que Sam Presti, le gars un peu fou, là, le savant fou, là, a décidé que, ouais, là, en tout cas, perd un match 7 contre les Spurs, base toute sa personnalité là-dessus, puis va chercher Giannis Antetokounmpo pour se venger? Écoute, mais ce serait quand même, pour les fans d'OKC, ce serait quand même un cool revirement que le dernier match 7 qu'on a perdu comme ça, Kevin Durant était parti. Nous, on perd un match 7 puis on va chercher Giannis. Tu sais, on flippe un peu. Là. On perd un match 7, c'est pas on perd un gros nom, c'est on va chercher un autre superstar. Est-ce que, à la seule condition, est-ce que Giannis Antetokounmpo fait un texte dans The Player Tribune en intitulant My Next Chapter? S'il le fait, il serait capable. S'il y a un gars qui serait capable, c'est bien lui. Ouais, mais là. Parce que Giannis serait capable d'être un troll. Ouais, mais là, écoutez, là, ça prendrait un échange, mais c'est sûr que s'il se fait échanger, il va avoir un texte sur The Players Tribune pour remercier Milwaukee. Voyons donc. Moi, ce que je me dis, si cette transaction-là se fait, combien d'équipes vont être impliquées? Parce que c'est au minimum, il y a 4 équipes qui rentrent là-dedans. Oui. Là. Il va y avoir du monde. Mais puis écoute, même pour Giannis, s'il est vraiment rendu disponible, il va y avoir des équipes intéressées. Là. Les Timberwolves vont être là, il va y avoir d'autres équipes aussi. Là, mais, man, le Heat aussi qui va être là, parce que le Heat est toujours là. Mais les Lakers aussi, hein? Les Lakers aussi, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a une équipe qui est mieux positionnée qu'une équipe qui a Chet Holmgren et 4 choix de première ronde à monnayer? Puis il y en a d'autres, dans j'ai dit 4 choix, il y en a d'autres les années prochaines. Et les Bucks sont dans l'Est. Fait qu'il n'y a pas moyen vraiment que ça backfire. À moins que, ils seront en finale de la NBA. Mais au-delà de tout ça,
ça peut pas vraiment faire mal à l'équipe. Hein? Ça peut accélérer une belle reconstruction, mettons. Pour Holmgren, par contre, est-ce que tu envoies en retour Miles Turner qui a déjà un contrat un peu horrible après 1 an? Ben, écoute, Holmgren, pour moi, ça surtout au niveau des salaires. Là. J'imagine que Hardenstein fait peut-être le chemin inverse aussi. Peut-être Lugan. Je sais pas. Ben, écoute, je sais pas. hein. Écoute, comment l'échange fonctionnerait, je ne sais pas trop encore. Mon seul point, je reviens encore à ma prémisse. Est-ce que quelqu'un ici serait surpris que l'an prochain au match numéro 1, Giannis Antetokounmpo soit avec le Thunder? Et je pense que la réponse, si je me fie à vos réactions, est non. Merci. Ce sera tout. Je vais le croire quand je vais le voir. Okay. Exactement. Comme numéro 97 à Montréal. Puis bien d'autres du monde. Là. Moi, Robert Thomas, dans des rumeurs de transactions depuis 4 ans, puis Mason, je suis healthy scratch en playoff, McTavish. Là. Robert Thomas, un peu moins Jordan Carew. Ça fait Anyways. Mais t'as pas les insiders qui essaient de générer des clics aux 3 mois à peu près pour en disant l'équipe est prête à l'échanger. Non, on n'est pas là. Non, on n'est pas là. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition de la Triple Menace du 31 mai 2026. J'espère que vous avez apprécié de passer la dernière heure et demie à nous entendre parler, nous entendre japper, puis surtout, ayez fait le deuil des Canadiens. Hein, on a presque oublié que ça s'est passé. Mais quand même, pour ce qui est à surveiller cette semaine, hein, les finales à la Coupe Stanley qui va commencer mardi en Caroline. Et ensuite, ça va se chevaucher. Hein, donc, ça sera aux 2 jours. Tous les matchs commenceront à 20h. Là, je pense que les gens ont appris à haïr hein, les matchs qui commencent à 20h, finale de conférence. Ça finit bien trop tard. Pour ce qui est de la NBA, ça sera l'autre journée qui va suivre. Mais là, cette fois-ci, nul teuté de l'emplacement. Cette fois-ci, ça va commencer à 20h30 à compter de mercredi. Et encore une fois, ça va être tous les 2 jours. Donc, il y a ça à surveiller. Puis d'ailleurs, dans mon cas, je serai à Halifax durant la fin de semaine, puisque c'est le repêchage de la LHJMQ. Pop, malheureusement, tu n'y seras pas. Mais, Non, mais écoute, c'est pas encore confirmé, mais il y a peut-être des chances que j'aille à courir une parade des champions mardi soir. Vrai, des Saguenay de Chicoutimi qui sont de retour. Qui ont annoncé qu'ils feront leur parade dans le centre-ville de Chicoutimi, littéralement la rue en face de la mienne au courant de mardi. Je ne sais pas si c'est moi qui vais couvrir officiellement. Il y a des bonnes chances, par exemple, vu que c'est mon chiffre de soir, mais moi, ça se peut que j'aille à couvrir une parade, moi, en fin de semaine. Ouais, mais je pense que de chez vous, c'est Jérôme Gaudreau qui vient à Halifax, de ce que j'ai lu pour les coops. Ah, ça, je ne pourrais pas te dire ça, par exemple. Ça, je ne pourrais confirmer. je pense que c'est ça que j'ai lu. Shout-out Jérôme, soit dit en passant. Shout-out Jérôme de Sherbrooke. Alors, c'est ça, repêchage, bien hâte. Je vous enverrai des photos, les gars. Je vous enverrai de tout ça. Puis, bien sûr, il y aura de l'Alexander Keith sur le menu et des fruits de mer. Ça j'ai jamais été à Halifax, mais moi, j'ai entendu parler bien en masse de la réputation de l'endroit comme endroit très festif. Écoute, ça va être ma première fois. J'ai déjà été au Nouveau-Brunswick plus jeune, mais sinon, écoute, où je peux dire que je suis très conscient de cela. Je pense que c'est ma première fois que je serai dans les maritimes. Là, donc, super, très, très, très excité, très excité. On va profiter un peu des beaux jours qu'on a, mais bon, toi, Félix, nous, tu fais quoi cette semaine? Tant kayak. Écoute, moi, je suis les finales. Je serai affecté à domicile à suivre les finales dans la LNH. En souhaitant que Hydro-Québec ne plante pas chez vous. Oui, hein, parce que quand même, parce que ça a été un enjeu avant cet enregistrement-là, où d'ailleurs, Félix qui tente de nous faire paraître mal, puis oui, je suis en train de le gaslight, puis il nous a gaslight un petit peu aussi parce qu'on est comme, à quelle heure on enregistre ça? En soirée, il fait super beau. Et puis là, c'est quand il commence à avoir une grosse tempête qui passe par-dessus nos têtes que je dis, y aura-tu finalement un petit enjeu d'électricité? Puis Félix dit, ouais, mais c'est pour ça que je voulais faire d'avance. Fallait nous le dire, Félix. Mais tu sais quoi? Tu es là, tu as passé la dernière heure et demie avec nous à parler de sport. Et tu sais quoi? Tu as toujours le courant, tu as toujours ton Internet. La vie est belle. Ça devrait tenir. Il fait beau dehors. Le pire s'en va être passé. Il devait y avoir du tonnerre, mais bon, il a fait comme celui à Oklahoma City, puis il s'est dissipé au moment attendu.
Oh, le show termine là-dessus. Exactement. Pop, parle-nous le générique de fin. Bonne semaine tout le monde.